Qui ne connaît pas Marc Dutroux? Pédocriminel dérangé, meurtrier sanglant, la Belgique entière s'est immédiatement sentie soulagée à sa condamnation. Mais alors que la police pensait en avoir enfin fini avec lui, il parvient à s'échapper. S'il n'est en fuite que quelques heures seulement, son évasion bouleverse la Belgique et son système politique. Retour sur la recherche du criminel le plus redouté et détesté de l'histoire belge. Vous écoutez Devoir d'enquête, Dutroux s'évade, l'incroyable cavale, première partie. Neuchâteau, petite ville de 7000 habitants, nichée au cœur de l'Ardenne belge. Tout semble normal ce 23 avril 1998. Le vieux palais de justice trône majestueusement au centre de la cité. Tout n'est que calme et sérénité, comme si rien ne pouvait perturber l'ordre immuable des choses. Pourtant, 18 mois plus tôt, Neuchâteau bascule dans la tourmente. L'affaire Dutroux explose. Marc Dutroux, un carolo de 39 ans, vient d'être arrêté pour l'enlèvement, le viol, la séquestration et l'assassinat de plusieurs jeunes filles. L'opinion publique est sous le choc. On cherche des commanditaires. On parle de réseaux pédophiles satanistes. À Neuchâteau, la foule est venue lyncher le bourreau de Marcinelle. Été 1996, Neuchâteau est sur pied de guerre. À chaque comparution de Dutroux, on mobilise des moyens exceptionnels. L'ennemi public numéro 1 a droit à un dispositif de sécurité digne d'un chef d'État. La cellule Dutroux pense qu'on a affaire à un réseau et qu'en plus, il y a un risque qu'il y ait une action externe pour le tuer et pour qu'il ne parte. Donc, pour éviter ce genre de choses, on met les moyens. Vincent Léonard, ancien responsable sécurité du méga-district Neuchâteau-Marche. Il y a un véhicule blindé, l'escadron spécial d'intervention, donc ça c'est dans un premier temps. Une présence de plus ou moins 10 gendarmes à l'extérieur avec des barrières nadars. Donc on crée un sas lorsque Dutroux rentre avec le véhicule blindé. Donc il rentre au début par l'avant du palais et ensuite on le fait rentrer par l'arrière du palais parce que c'est plus sécurisé. Non, vraiment, on a une analyse de la menace, d'une menace relativement importante et probable. Une fois par mois, Dutroux fait la navette entre la prison d'Arlon et le palais de justice de Neuchâteau. Mais depuis avril 1998, le rythme va nettement s'accélérer. Le détenu est présent tous les jours. Comme la loi l'y autorise, il a demandé à consulter son dossier. Et cette lecture ne peut se faire qu'à Neuchâteau. Les transferts et la garde de Dutroux sont organisés par la gendarmerie d'Arlon. Le capitaine Léonard du district de Neuchâteau-Marche est quant à lui en charge de la sécurité autour du palais de justice. Il gère les arrivées de Dutroux depuis l'éclatement de l'affaire. Voilà 18 mois que l'ennemi public numéro 1 est sous les verrous. Aux abords du palais, la foule en colère a disparu. Aucun réseau ne s'est manifesté pour libérer ou exécuter Dutroux. Petit à petit, il est devenu un détenu presque comme les autres. Pour le regarder lire, on avait estimé que 2 gendarmes suffisaient, et ce qui est en fait la norme. Pierre van der Missen, ancien membre de la cellule Dutroux-Neuchâteau. Dutroux n'est pas un athlète particulier, il n'est pas 3e dan de karaté. Il n'est pas connu pour des évasions, il n'est pas connu pour être hostile ou violent vis-à-vis des forces de l'ordre. L'équipe de gendarmes qui s'occupe de moi est constituée de 2 ou 3 hommes. Depuis quelques jours, environ 15, il n'y avait plus que 2 hommes affectés à ce service. Ce jour-là, Marc Dutroux scrute chacun des gestes de ses 2 gardiens. Les gendarmes Angélinus et Bouvy. Il cherche la faille. Il sent qu'il peut tenter quelque chose. Ce matin, en arrivant au palais, j'avais envie et pas envie de m'évader. Si c'était pas aujourd'hui, j'aurais pensé demain. Vers 3h moins le quart, l'occasion s'est présentée.
Il était cette fois décidé de passer à l'acte si les choses se présentaient bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Normalement, Dutroux, lorsqu'il avait terminé de lire un dossier, il prévenait le gendarme, il se levait, il déposait le dossier sur la chaise et il venait se rasseoir. À ce moment-là, le gendarme sortait, donnait le dossier à son collègue qui allait l'échanger. Ce jour-là, Dutroux s'est levé. Au lieu de déposer le dossier, il s'est présenté devant le gendarme s'est levé, a pris le dossier dans les mains, il s'est retourné, l'autre gendarme a ouvert la porte et à ce moment-là, Dutroux a poussé le premier gendarme sur le deuxième, ils sont tombés, il a saisi l'arme du gendarme et il s'est enfui en courant, en suivant ce chemin. Mon cœur battait à 150. Tout ça s'est passé en une seconde, à tel point qu'il n'aurait pas pu avoir le temps de réagir. Je ne me suis pas retourné pour voir comment il réagissait. Grâce à l'effet de surprise, Dutroux parvient à s'enfuir à toutes jambes dans le dédale des ruelles de Neufchâteau. Je regarde par la fenêtre, je vois un monsieur qui court, un gendarme derrière lui. Au début, je ne savais pas si c'était Dutroux. Quand il a approché près de chez moi, je me suis dit Dutroux, je n'ai pas réfléchi, je cours après lui. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'il a dans les mains? Dans les mains, il n'a rien dans les mains. Mais il avait une arme normalement. Non, à ce moment-là, il n'en avait pas. Non, vous saviez s'il avait une arme ou pas? Non, je sais même pas. Donc il court, vous le suivez, il y a d'autres personnes qui courent avec vous? Il y a le gendarme qui court après moi, et derrière moi, et il crie toujours. Et il rattrape, il vous rattrape le gendarme? Non, on a été loin. Quand la rage Badri parvient à son niveau, Dutroux le menace du pistolet qu'il vient de voler au gendarme, le forçant à se replier. Le criminel s'empare ensuite d'une voiture en braquant son conducteur. Il s'enfuit et disparaît dans la nature. Là, je ne le vois plus. Et qu'est-ce qu'il fait? Et lui, il croit que je ne le vois plus. Et là, il se cache là, il rentre là-dedans. Alors, il va derrière derrière l'escalier ou le mur. Là, en tout cas, il s'est couché là. Il ne peut être qu'ici. Il peut pas aller plus loin. Ouais. C'est le moment que je regarde le gendarme, et lui s'est levé, il m'a pointé. Dutroux s'est levé, Ouais. Et alors qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a rien dit, il m'a seulement fait dire barre-toi. Avec l'arme? Ouais. Alors moi là, j'ai dit au gendarme, sauvez-vous, il est armé. Et je suis parti. Alors moi je cours, Dutroux derrière moi et le gendarme derrière Dutroux. Donc la voiture, la Renault, elle vient de là. Oui. Dutroux, ce moment-là, il vient ici, il arrête, il se met devant lui, il arrête, oui. Et il fait descendre, il voulait le faire descendre, il n'a pas voulu. Après, il lui a montré l'arme. Après, il lui a montré l'arme, et l'autre, il est descendu. Et puis Dutroux avec la voiture. Après, Dutroux, avec la voiture, il a pris la direction à Arlon. Après, il est parti. Je suis parti par les petits chemins au hasard. Je ne sais plus quelle ville ou village j'ai traversé. J'ai pris les petits chemins au pifomètre. Ce 23 avril 1998, le premier maréchal des logis Petit se rend à la brigade de Neufchâteau. Il doit y assurer la permanence téléphonique jusqu'à la nuit. Une journée en tout point pareille à une autre, croit-il. Je descendais à pédestrement de mon domicile et j'effectuais la poste 1522. Et quand j'arrive à proximité de la brigade de gendarmerie de Neufchâteau, il y avait des voitures qui circulaient qui allaient partout. Il y a une voiture qui monte vers l'Onglier et le convoyeur me dit « Dutroux s'est évadé ». Comment vous réagissez? Dutroux s'évade de chez vous, gendarme de Neufchâteau. Il ne s'est pas évadé de la gendarmerie, il s'est évadé du palais de justice où il lisait son dossier. Et là, c'était impossible. Personne n'y croyait. Moi, personnellement, je n'y croyais pas. Je ne dis pas que c'était la fin du monde, mais c'était tout comme. Ce jour-là, le capitaine Donneux coordonne toutes les opérations du méga-district Neufchâteau-Marche-en-Famenne. Une journée sans problème particulier pour ce jeune officier. Quand soudain, la radio de la brigade transmet l'incroyable nouvelle. On apprend la nouvelle et on essaie d'en savoir plus. Et ça, c'est d'abord un premier problème, c'est d'avoir une information correcte de ce qui s'est passé. Donc, à un moment donné, c'est un peu le chaos, il faut reconnaître. Et donc, très rapidement, dans ce genre d'événement, il faut essayer de rattraper la main. Ce qui n'est pas en soi déjà facile. C'est le branle-bas de combat, l'alerte nationale est lancée. Par tous les moyens, il faut intercepter la Mégane grise avec laquelle Dutroux a pris la fuite. Frontière bouclée, on contrôle tout. Les grandes routes comme les petites, les hélicoptères de la gendarmerie quadrillent le ciel. Même la force aérienne est prête à intervenir. C'est du jamais vu. Donc les forces ont été déployées directement et très rapidement, on demande aux équipes, dès qu'on peut régler le chaos, comme je vous expliquais au début, on ne sait pas qui est sorti, les gens
parle à la radio, coupe la radio. C'est le pire moment, évidemment, parce que ce chaos pouvait bénéficier à Dutroux. L'évasion de Dutroux, Michel Demoulin n'en revient toujours pas. C'est lui qui avait fait craquer Dutroux 18 mois plus tôt. Après un interrogatoire serré, le bourreau de Marcinelle lui avait avoué détenir 2 filles dans une cave secrète à Charleroi. Le 23 avril, j'étais en enquête à Charleroi et nous reprenions la route de Neufchâteau. En roulant, on est tombé sur plusieurs barrages de gendarmerie qui avaient été mis en place et nous avons appris comme ça que Dutroux s'était évadé. Votre Dutroux s'est évadé? Ce n'est pas mon Dutroux, c'est le Dutroux du dossier, mais effectivement celui que j'interrogeais s'est évadé et pour moi, c'était quand même, c'était invraisemblable. C'était invraisemblable. À Bruxelles, comme chaque jeudi, à la Chambre et au Sénat, c'est jour de réunion plénière. André Flahault, le ministre de la fonction publique, est assis aux côtés de Jean-Luc Dehaene, le Premier ministre. Ils s'apprêtent tous deux à répondre aux questions des sénateurs. J'entends à un certain moment le Premier ministre Jean-Luc Dehaene, dont on connaissait le tempérament assez fougueux, s'exprimer au téléphone, jurer, et puis finalement raccrocher. Et à ce moment-là, je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Puisque c'était quand même assez exceptionnel dans une enceinte parlementaire, et surtout sans s'adresser à un parlementaire, ni dans un débat. Et il me dit, Dutroux s'est évadé, mais tu t'es ta gueule, qu'il me dit. Le secret ne va pas pouvoir être gardé bien longtemps. L'incroyable nouvelle se répand parmi les sénateurs. La confusion est telle que les travaux de l'Assemblée sont suspendus. Témoin direct de cet événement hors norme, Sabine Brelet, comme chaque jeudi, suit les débats parlementaires pour le JT de la RTBF. Passé 15 heures, il y a quelques journalistes qui commencent un petit peu à courir dans tous les sens. Et la rumeur s'étend, Marc Dutroux s'est évadé. Stupéfaction, on n'y croit pas, on se dit c'est une blague de journaliste au départ. Et donc, première chose que je fais, je téléphone à la rédaction et je dis, est-ce que vous avez entendu dire, Marc Dutroux s'est évadé? Là, on nous rit au nez, on nous dit, mais non, c'est une blague, c'est pas possible. Pourtant habituée aux célèbres accès de colère de Jean-Luc Dehaene, Sabine Brelet va se retrouver face à un Premier ministre tel qu'elle ne l'avait encore jamais vu. Et là, qu'est-ce que je vois arriver? Un Jean-Luc Dehaene qui déboule comme une furie. En fait, il descend des escaliers du Sénat pour se rendre à la Chambre et débouler dans l'hémicycle. Et moi, je lui cours après et je dis, Monsieur Dehaene, votre réaction, Marc Dutroux s'est évadé, qu'est-ce que vous voulez dire? Il ne dit évidemment rien. Mais il savait déjà. Il savait parce qu'apparemment, il avait été informé pendant la séance au Sénat. Vous annoncez la façon dont les choses se sont passées. Philippe Mahou, le président de séance au Sénat, vient lui de déclarer... Dans une certaine confusion, caméra et micro partent à la chasse aux déclarations. Parmi les premiers à s'exprimer en direct, Gino Rousseau, le père de Mélissa, morte de faim dans les caves de Dutroux. À Neufchâteau, c'est toujours la bousculade. Je ne saurais pas vous dire. Le juge Langlois et le procureur du roi Bourlet, en charge du dossier Dutroux, sont revenus dardard au palais. C'est incroyable. Aucune info ne filtre. Il semble chaos debout. Alors que la traque du fugitif se poursuit, au quartier général de la gendarmerie à Bruxelles, les officiers supérieurs présentent la future réforme des polices, comme si de rien n'était. Le capitaine Van der Smissen de la cellule d'enquête du trou de Neufchâteau assiste à l'exposé. Il ignore tout de ce qu'il se passe à l'extérieur. Je me rappelle, on était énormément d'officiers présents dans l'ancienne salle de cinéma du quartier Couronne au caserne à Etterbeek. Et on a vu une agitation parmi les orateurs. Donc c'est tous des hauts gradés de la gendarmerie de l'époque qui sont là devant. Quand ça a été terminé, je suis rentré vers la caserne juste à côté qui est la caserne de Witt de Halen. Et au moment où je rentre dans la caserne de Witt de Halen, je vois une colonne tout à fait anormale de véhicules qui est composée sur l'allée centrale, tous des véhicules rapides. Et puis je croise un officier que je connais bien, Didier Govars, et je lui dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et là, il m'annonce, il s'est évadé. Je dis, mais qui s'est évadé?
Marc Dutroux, il s'est évadé. Je dis, mais c'est pas possible. Et donc, j'ai demandé si c'était vraiment vrai. Et ça m'a été confirmé. Il dit, oui, on va à Neuchâteau. Et comme je travaillais habituellement à Neuchâteau, donc là, j'ai décidé d'y aller également, de rejoindre avec mon véhicule personnel mon poste de travail habituel qui était à ce moment-là à Neuchâteau. Vous avez été vite. Sur place. Vous avez été vite sur place. Oui, j'ai roulé aussi vite que ma voiture me le permettait en fait. L'individu est en tenue prisonnier, il a des baskets blanches, des lunettes vertes, il porte la moustache, plus de barbe, il serait armé donc comme d'un GP mais dont le chargeur est dégarni et il est seul dans Mais où est donc Marc Dutroux? Malgré la mobilisation générale des forces de police et de gendarmerie, l'homme le plus haï du royaume court toujours. À la cellule d'enquête de Neuchâteau, on essaie de garder la tête sur les épaules. Alors quand j'arrive à Neuchâteau, directement, je cours dans la salle où il y avait une réunion pour me faire expliquer ce qu'il en était. Maintenant, le plus urgent, c'est, bon, il est parti, où est-il susceptible d'aller? Moi, j'ai donné un petit peu tout ce que je pensais, avec mon hypothèse qui était pour moi la plus forte, c'était qu'il essayait simplement de rouler un peu les forces de l'ordre et qu'il allait disparaître dans la nature quelque temps pour se représenter à la prison et montrer qu'il était quand même le plus fort d'un système. En tout cas, cette hypothèse-là tenait parce que ça correspondait tout à fait à sa personnalité. Dutroux est un carolo, c'est pas quelqu'un qui connaît les forêts de nos Ardennes, donc on se dit probablement qu'il est caché quelque part. Ou bien il profitait directement du chaos, ou bien il se cachait, il se terrait et il attendait éventuellement des membres lui favorables, un complice qui pouvait venir éventuellement venir le rechercher. Quand j'arrive à Neuchâteau, je rejoins la cellule d'enquête et donc je monte au premier étage pour aller prendre des instructions et voir ce que je peux faire pour donner un coup de main auprès du chef de la cellule d'enquête, le major Guissard. Et au moment où je monte l'escalier, juste en face de l'escalier, il y avait un petit local qui nous servait de cafétéria et qui se trouve dans la cafétéria à ce moment-là, le procureur du roi, M. Bourlet, et le juge d'instruction Langlois avec une mine jusque par terre. Et voilà, moi j'arrive un peu avec de l'adrénaline, j'ai roulé assez vite pour rejoindre, etc., pour voir ce qui se passe, donc avec un peu d'adrénaline, et je dis, vous inquiétez pas, on va vous le retrouver. Quand je vois mon patron et que je lui dis, mon colonel, bon, il y a eu un petit flottement au départ, mais voilà, on a la chose en main, tout est... Il dit, tu rigoles, tout va bien, tu rigoles, on parle déjà de démission de ministre. Là, on est évidemment choqué, mais je veux dire, on continue son travail. Vous venez d'écouter Devoir d'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Devoir d'enquête est un podcast d'Initial Studio, adapté du programme audiovisuel. Vous écoutez Devoir d'enquête, Dutroux s'évade, l'incroyable cavale, deuxième partie. Il est 17h30. Dutroux est dans la nature depuis plus de 2 heures. Dans les couloirs du Parlement, le sort de plusieurs ministres et même celui du gouvernement est en train de se jouer. La nouvelle était manifestement déjà très connue. André Flahault, ministre de la fonction publique sous le gouvernement Duhaene II. Puisque très rapidement, Johan van de la Notte, ministre de l'Intérieur à l'époque, est entré dans l'hémicycle et tout de suite il nous a dit « moi je m'en vais ». Moi je m'en vais. On s'est interrogé pourquoi il disait que lui voulait partir, mais il avait le sentiment, à cette époque-là, qu'il avait une responsabilité dans l'évasion de Dutroux, alors que nous, on a, très rapidement, on lui a dit, mais enfin, bon, Johan, c'est pas le cas, ça peut arriver, c'est effectivement politiquement très ennuyeux, ce genre de situation, mais la responsabilité politique, à mon sens, et au sens de ce que pensait aussi le Premier ministre, c'était de dire, mais pourquoi est-ce que Johan van de la Notte devrait partir? Pour l'instant, le ministre de l'Intérieur suspend encore sa démission. Mais la pression est de plus en plus forte. Dans les rangs de l'opposition et même dans ceux de la majorité, on exige que tombent des têtes. Dans les bois de Strémont, à 10 km à peine de Neuchâteau, un homme patrouille. Il est seul.
le garde forestier Stéphane Michaud remarque la présence d'un véhicule suspect. Il ne le sait pas encore, mais il est sur le point de vivre l'événement qui va marquer sa vie à tout jamais. Sans aucun chantier dans les environs, la présence du véhicule lui paraît suspecte. Alors qu'il n'est qu'à 40 mètres, la voiture démarre en trombe. Il réussit à diriger Dutroux vers une souricière et prévient la gendarmerie. Le téléphone sonne, je décroche. Oui, allô, la brigade de Neuchâteau. Ici, c'est le garde Michaud, j'ai repéré Dutroux. Inspecteur Claude Petit, ex-premier maréchal des logis, brigade de Neuchâteau. Directement, je raccroche, je le dis au commandant de Vos qui était dans le couloir, et directement les équipes. Qu'est-ce qu'il donne comme précision géographique? Il dit, je suis dans les bois de Strémont, j'ai trouvé Dutroux. Je donne un petit briefing, disons, au moment où l'appel arrive auprès du planton de la brigade de Neuchâteau, comme quoi un garde forestier aurait repéré Marc Dutroux et nous fixe rendez-vous à l'ancienne gare de Strémont. Les responsables de la cellule ont envoyé du personnel pour quadriller les bois et se tenir à distance. Michel Demoulin, ancien chef d'enquête de la cellule Dutroux-Neuchâteau. En attendant que le garde forestier vienne nous désigner l'endroit exact où il avait vu le véhicule suspect. Donc Rago, pour l'instant le véhicule n'est toujours pas retrouvé. Donc en fait l'information venant du garde forestier n'est toujours pas confirmée. J'attends confirmation. Mais je n'ai pas encore l'endroit exact, mais ce serait là tout près, hein, au VOP. On entendait à la radio que la gendarmerie l'avait laissé s'échapper pour qu'on le retrouve pendu comme Patrick Amers l'avait été soi-disant en cellule parce qu'on l'avait pendu. S'il parvenait à se cacher et à attendre la nuit, ça aurait posé problème. Mais je n'ai jamais douté du fait qu'on allait le reprendre. Toutes les forces disponibles encerclent à présent les bois de Strémont, là où le garde Michaud a repéré Dutroux. 20 ans plus tard, le capitaine Vandersmissen revient sur place pour la première fois. Depuis le moment où Michaud a téléphoné à la gendarmerie, combien de temps s'est écoulé avant que vous arriviez avec les hommes ici? Un petit quart d'heure, je dirais, le temps de le prendre en charge à la gare de Strémont. Il nous a expliqué la situation, ce qu'il avait vu, et puis il s'est proposé de venir nous amener sur place. Stéphane Michaud donc avait pris la précaution, bien que le chemin soit plus loin, fort en pente, de quand même refermer la barrière, si jamais il parvenait quand même à faire demi-tour avec son véhicule. Et une fois arrivé ici, j'ai commencé à trottiner en me disant... Plus vite on sera près du véhicule, plus vite on pourra commencer à pister Marc Dutroux. Vous étiez combien d'hommes alors? On était 2 maîtres chiens pisteurs, Michel Demoulin, moi-même et 2 gendarmes de la cellule d'enquête. Il y avait les maîtres chiens et tout, et il y a un capitaine qui a commencé à courir. Et les autres nous suivaient aussi en courant, quoi. Une bonne condition physique, je peux vous le dire, j'en ai une bonne, mais j'avais du mal à le suivre. On courait rapidement, hein. Pierre Vandersmissen, il était plus jeune, franchement il sprintait. On a couru très très rapidement parce qu'on s'était stationné assez loin de la voiture, hein. On n'est pas à 20 mètres, hein. On a quand même pas mal couru, hein. Un vol extraordinaire, arrivé là à 500 mètres au moins, oui, facilement 500 mètres. On a vu Dutroux qui marchait dans le bois à 80 mètres de nous, qui venait dans notre direction. Alors directement, moi le capitaine et encore la personne qui nous suivait, on a sorti les armes. Je le pointe immédiatement de mon arme. Pierre Vandersmissen, ancien membre de la cellule Dutroux-Neuchâteau. Et il lève les bras, et au bout de son bras droit, il y a l'arme, et à ce moment-là, je sais que c'est Dutroux. Lorsque je suis remonté du bois, j'ai aperçu un gendarme en tenue. Voyant qu'il m'avait aperçu, j'ai pris le revolver en main et j'ai placé bien au-dessus de ma tête. Je lui donne des injonctions de ne pas bouger, de lâcher son arme, de jeter son arme, de se coucher par terre, face contre terre, les bras en croix. À ce moment-là, j'arrive vraiment à proximité de lui, je lui mets mon arme dans la nuque, je mets mon genou sur son dos.
Et il a tout de suite déclaré qu'il ne ferait pas d'histoire. Et je lui ai d'ailleurs dit, ne me donne pas l'occasion. L'occasion de quoi? De tirer dessus. Pour la petite histoire, j'avais oublié mon arme de service et j'avais pris le fusil de chasse du garde-chasse qui était dans son véhicule. Et donc lorsqu'on a cerné du trou qui était face contre terre, j'avais mis le canon près dans sa direction et vous imaginez sa surprise quand il a vu d'une part le canon qui était là, qu'il a suivi et qu'il a vu en plus que c'était moi qui étais à l'autre bout. Et il m'a dit « vous ici ?» et je lui ai dit « tu ne penses quand même pas que j'allais te laisser foutre le camp ?» Je l'ai repris en charge dans la voiture, on l'a ramené à Neuchâteau et j'ai fait son interrogatoire sur ce qu'il avait fait, etc., sur le déroulement de l'évasion. Vous avez été tous très corrects, sauf que les menottes ont été trop serrées et qu'elles me faisaient mal. Je vois qu'on le ramène à Neuchâteau, je vois qu'on le fait rentrer, il y a dans les locaux derrière. Je le mets en cellule, je le mets en cellule un petit peu, et puis je commence l'interrogatoire presque dans la foulée. À Bruxelles, la tempête politique bat son plein. Le gouvernement chancelle sur ses bases. Lorsque Jean-Luc Dehaene monte à la tribune de la Chambre, on sait déjà que des têtes vont rouler. Suite à cette fuite, les ministres de l'Intérieur et de la Justice présentent leur démission. Nous devons nous réjouir que l'on ait pu mettre fin aussi rapidement à cette fuite, mais que le fait en tant que tel est incompréhensible et inadmissible. Je peux vous annoncer que les ministres de l'Intérieur et de la Justice m'ont demandé de présenter leur démission au roi. Les deux ministres qui sont responsables pour la globalité de ces services ont estimé devoir donner à tous nos concitoyens un signal clair de responsabilité politique. Spontanément, on a dit, c'est plus possible, on ne peut plus expliquer. Donc il faut un acte fort de la part du gouvernement pour qu'au moins les grands doigts qui sont encore en route maintenant puissent passer. Donc pour sauvegarder nos projets, on a dû quitter. Les ministres de Clercq et Van de la Notte ne seront pas les seuls à payer pour l'évasion de Dutroux. La pression se fait de plus en plus forte sur la haute hiérarchie de la gendarmerie. Quelques jours après les ministres de l'Intérieur et de la Justice, c'est au tour de son commandant en chef, le lieutenant-général de Rieder, de tirer sa révérence. Il rejetait jusque-là toute responsabilité, mais sa position était devenue intenable. L'affaire Dutroux éclate en août 1996. Elle va révéler les multiples ratages de l'enquête. La gendarmerie en prend pour son grade. On l'accuse d'avoir voulu jouer les cavaliers seuls dans le dossier des enlèvements d'enfants. Il faut donc faire le grand ménage. Une vaste réforme des polices est lancée. Un travail qui aurait dû s'étaler sur plusieurs années, mais l'évasion de l'ennemi public numéro 1 va tout chambouler, tout précipiter. Finalement, il n'aura fallu que 4 semaines pour que les 8 grands partis démocratiques signent les accords Octopus, mettant en place une toute nouvelle structure policière. La gendarmerie disparaît après 2 siècles d'existence. À la place, on crée une police fédérale associée à des zones de police locales. Une véritable révolution. Je pense que la gendarmerie, à ce moment-là, c'est une goutte qui a fait déborder le vase et je pense que le but, c'était d'abattre la gendarmerie à un moment donné. Jean-Pierre Donneux, ancien chef des opérations du méga-district Neuchâteau-Marche. Vous parlez des 2 ministres qui ont démissionné, mais un peu après, je pense que toute la réforme était scellée dans un grand accord Octopus où tout le monde s'accordait précipitamment sur une réforme qui aujourd'hui nous concerne tous. Je pense que l'évasion de Dutroux a précipité les choses et s'il n'y avait pas eu l'évasion de Dutroux, on n'en serait pas là. On n'aurait pas, en tout cas, la police que l'on a actuellement. On parlait déjà de la fin de la gendarmerie avant, mais ici c'est peut-être la goutte qui a fait déborder le vase. Dutroux a tué la gendarmerie. Sans doute.
Pour les délits commis lors de son évasion, Dutroux sera condamné à 5 ans de prison. Personne d'autre ne sera poursuivi ni véritablement sanctionné. Au bout du compte, l'histoire retiendra qu'un simple garde forestier a empêché qu'une lamentable cavale de Baraki ne se transforme en catastrophe nationale. Marc Dutroux purge aujourd'hui sa peine derrière les barreaux de la prison d'Ytre. Le garde Stéphane Michaud, quant à lui, travaille toujours dans sa grande et chère forêt ardennaise en toute discrétion, 20 ans après l'incroyable évasion. BF. Mais sa mort précoce n'a rien d'un accident. L'autopsie révèle qu'avant son décès, il a été cruellement torturé pendant des heures. Les enquêteurs découvrent rapidement l'identité de ses bourreaux, sa propre bande d'amis. Vous écoutez Devoir d'enquête, Petit meurtre entre amis, première partie. Dans le quartier de haute sécurité, un jeune homme de 19 ans vient de rejoindre les pires criminels de la prison de Lantin. Il s'appelle Alexandre Hart. Après ce qu'il a fait, tout le monde le prend pour un monstre. Il risque la perpétuité. Je savais que quelque chose n'allait pas, je savais qu'il avait toujours de la rage. Il était souvent en colère. Jeanne Hart, mère d'Alexandre Hart. Mais de là, en arriver à s'en prendre à quelqu'un sans défense, non, je ne peux pas m'imaginer ça. Alexandre Hart est accusé d'avoir torturé et tué son meilleur ami, Valentin Vermeesch. Le drame survient le 26 mars 2017, dans un immeuble situé à Stad, près de Huy. Alexandre Hart et 4 autres jeunes vont violenter Valentin Vermeesch pendant plus de 6 heures. Ils lui font subir des sévices épouvantables. Un véritable calvaire qui s'achèvera au milieu de la nuit en bord de Meuse. Le corps de Valentin sera retrouvé 3 semaines après sa disparition. Ses parents sont en état de choc. J'ai fait 22 jours à chercher mon fils comme un fou. Laurent Vermeesch, beau-père de Valentin Vermeesch. Et c'est un beau jour, 22 jours après, que j'apprends qu'on repêche mon fils dans l'eau. Menotté. Et puis, au fur et à mesure de l'enquête, j'ai appris tout ce qui s'est passé. Comment Alexandre Hart a-t-il pu torturer et peut-être tuer son meilleur ami? Valentin venait d'avoir 18 ans. C'était le gamin au vélo qui arpentait sans cesse les rues de Huy. C'était un enfant très sociable, gentil. Toujours prendre un premier rang de service. Ça a toujours été un petit garçon souriant. Aimé beaucoup de monde. Des fois trop innocent. Voilà, quand on a 18 ans, on est un gamin. On n'a aucune expérience de la vie réelle. Donc, il était un peu naïf. Le gentil Valentin était-il une future proie facile pour Alexandre Hart? Quand l'affaire a éclaté, la mère d'Alexandre est restée cloîtrée chez elle pendant 1 mois.
Je me suis dit que je ne saurais pas assumer ça, que je ne saurais pas supporter le regard des autres et j'ai voulu mourir, ouais. Pour la première fois, la mère du meurtrier présumé témoigne à visage découvert. Comme le père de la victime, elle voudrait comprendre ce qui s'est passé. J'ai vu sa déchéance, je l'ai vu s'enfoncer. Petit à petit, depuis qu'il avait 14 ans à peu près. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai dû rater une étape. Ce soir-là, Alexandre Hart n'est pas seul avec Valentin. À ses côtés, il y a d'abord Belinda, son ex-petite amie. A-t-elle envenimé les choses? Belinda connaît Alexandre depuis plus de 6 ans. Elle l'a présenté à sa mère et son beau-père, tous deux policiers. Alexandre a été reçu et divers comportements ont retenu l'attention de la maman et du beau-papa de Belinda. Maître Steve Van Lanen, avocat de Belinda Donnet. Qui l'ont mis en garde et qui ont émis le souhait qu'elle rompe tout contact avec celui-ci. Pour Belinda, il n'en est pas question. Alexandre est l'amour de sa vie. Elle veut arrêter ses études, travailler. Elle en a marre d'être la boniche de cette famille nombreuse recomposée. Belinda se dispute tout le temps avec sa mère. Un jour, c'est le clash. Va-t-elle se jeter alors dans la gueule du loup? Alexandre m'a dit ses parents l'ont mis dehors. Et Alexandre m'a demandé de la reprendre. Et je dis oui, on va pas la laisser à la rue. Donc elle est venue habiter ici. On lui a trouvé un cote. Un cote, c'est le nom d'une chambre d'étudiants en Belgique. Et puis au début, j'allais voir si tout se passait bien et ça allait. Je l'ai surveillé de loin. Au fil des mois, leur relation devient tumultueuse. Ils ont rompu mais vivent toujours ensemble. Le studio va bientôt devenir le théâtre des sévices. Communiqué de la police, 11 avril 2017. Voici un avis de disparition. Le lundi 27 mars, Valentin Vermersch, un jeune homme âgé de 18 ans et originaire de Wanze. De printemps 2017. Valentin de corpulence mince et mesure 1,80 m, il a les cheveux noirs et les yeux bruns. Quelques jours plus tard, sa famille, inquiète, lance un avis de disparition. À l'époque, le père de Valentin est interpellé par l'attitude étrange d'Alexandre. C'était le seul à ne pas avoir mis l'avis de disparition. Tous mes amis, tous ses amis avaient mis l'acte de disparition, sauf lui. J'avais trouvé ça très suspect. 2 jours après la découverte du corps de Valentin, l'enquête rebondit. Un certain Dorian s'apprête à tout balancer. C'est une personnalité affable, aimable, amusante, amusée. Maître Séverine Solfrini, avocat de Dorian Daniels. Et on a du mal à imaginer que ce même gamin va pouvoir participer au fait que l'on connaît. 3 semaines après le drame, la bande est arrêtée. Ils sont 5. Parmi eux, un mineur. Geste banal pour des adolescents, ils ont filmé une partie de la soirée. Voulaient-ils pousser l'horreur jusqu'à diffuser leurs vidéos sur le net? Peut-être. Finalement, ces vidéos se retourneront contre eux. Elles prouvent leur implication.
Quand les avocats les verront, ils seront très choqués. J'en ai déjà vu des belles et des horribles. Maître Jean-Dominique Franchimont, avocat de Bélinda Donnet. Mais là, comment est-ce possible que des jeunes avec une telle facilité arrivent à faire ça, quoi, à quelqu'un d'autre, quoi. Il devait aller chez sa marraine. Et sur la route, il est passé chez Bélinda. Et c'est là que s'est passé le carnage. J'appelle ça le summum, l'horreur dans toute sa splendeur. Et là, excusez-moi, mais j'ai un peu les mots qui sont durs à venir. La première scène, elle débute comme une soirée improvisée entre potes. Ça commence de la même manière que toutes les autres soirées ont commencé, je pense. Un petit peu d'alcool, on a un peu fumé. C'est des plaisanteries, ce sont des boutades, ce sont ensuite des gages qui sont donnés, et tout ça sur le ton de la plaisanterie. Au début, Valentin se prête au jeu. Il fume un joint pur. Il doit tâfonner aussi. Dans un premier temps, c'est vraiment des jeux de bizutage où Valentin rigole et puis progressivement, bien, les sourires s'effacent et font place au graissement de dents. Pour certains, l'objectif devient à un moment donné bien de s'amuser. Maître Alexandre Villemotte, avocat de la famille Vermèche. Non pas avec un animal, mais avec un être humain, avec quelqu'un fait de chair et de sentiments comme eux. Eh bien, ils vont s'amuser avec lui de manière tout à fait atroce. Ça commence à dégénérer quand les gages s'orientent vers le sexe. Mis sous pression et fragile mentalement, Valentin finit par s'infliger des actes sexuels humiliants et dégradants. Cela ne s'arrêtera pas là. Plus les heures passent, plus ça se corse. Après les humiliations, ils le frappent tous. Ils le brûlent, ils le lacèrent. Valentin les supplie d'arrêter, en vain. Pourquoi tant de haine? Comment est-ce qu'il n'y en a pas un dans l'histoire qui s'est dit « Putain, on va trop loin, on va trop loin ». Pourquoi son meilleur ami Alexandre ne réagit-il pas? Quand le père de Valentin fait sa connaissance, au début, il le trouve plutôt sympa. Oh, je n'en pensais pas à un méchant garçon. Pas du tout. Respectueux. Du moins, quand je l'avais chez moi. Maintenant dehors, là, il y avait un respect mutuel. C'était des amis, ils faisaient tout ensemble. Alexandre s'est revu en Valentin quelques années avant. Le même rejet de la société, les mêmes moqueries. Alexandre est très long à la détente, mais très long. Alexandre, surnommé le spécial, et Valentin le naïf, à 19 et 18 ans, des gamins qui se connaissent depuis 3 ans. Se sont-ils partagé leurs secrets? Alexandre Hart se perçoit comme le mouton noir de sa famille. L'arrivée de son frère cadet n'arrange rien. Il est trop parfait. Alexandre se sent rejeté, surtout par son père. Alexandre lui a toujours reproché son éducation qui était très stricte,
qui était un petit peu avec des fessées. Moi, je ne frappais pas, je ne donnais jamais de fessées. Mais mon mari lui donnait quand même quelques fessées, donc Alexandre lui reprochait. Comme Alexandre, Valentin se sent rejeté par son père biologique. Un homme incapable de s'occuper de lui. Son beau-père a décidé de l'adopter. Je l'ai aimé, je l'ai couvert, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Comme si c'était le mien. Et c'est devenu le mien. Valentin et Alexandre, c'était apparemment une histoire d'amitié sincère. Ce garçon, je l'ai habité chez moi, il a mangé chez moi, il s'est amusé chez moi. Voilà. Et moi, je me dis que je m'en veux parce que j'aurais peut-être pu voir ou... Non, on ne s'attend pas à un acte pareil. On ne s'attend pas à un acte pareil. Remords. Merci d'être là pour moi. J'aimerais changer, mais il me faut de l'aide. Avec vous, ce sera plus facile. Ce jour-là, sa mère lui rend visite pour la première fois. Des questions la taraudent. Son fils a-t-il tué Valentin? L'a-t-il torturé? Elle veut qu'il s'explique. Leur rencontre dure 1 heure. Ça ne se passe pas bien du tout. Pour le moment, c'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute. C'est de ma faute, je ne l'ai pas repris. Je serais pas su. Il était drogué, alcoolisé, il était toujours agressif avec moi, toujours très 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 dur dans la parole. Je serais pas su. Qu'attendez-vous de lui? Qu'il mûrisse, qu'il réfléchisse à ce qu'il a fait, pour qu'un jour il puisse demander pardon. Son fils refuse d'évoquer la soirée du drame. Deux mois plus tard, lors de la reconstitution, il va devoir s'expliquer, comme les autres. Peu à peu, les enquêteurs vont comprendre comment tout a basculé vers une fin tragique. C'est vraiment des gens déstructurés qui se trouvent là au mauvais moment peut-être pour certains d'entre eux. Mais leur comportement pour certains d'entre eux était déjà problématique dès leur jeune vie d'adolescent ou en tout cas d'adulte. Valentin, comme les autres, est assoiffé de reconnaissance. Ils ont tous des carences affectives et sociales. À un moment donné, on n'est plus capable d'exister en tant qu'individu. On est substitué au groupe. Chacun a des frustrations personnelles et le fait d'être dans ce groupe circonstanciel fait qu'à un moment donné, il y a une mécanique de groupe qui fait que l'un et l'autre jouent une partition sans connaître effectivement la fin de celle-ci. Aucun n'aurait voulu trahir ni être exclu du cercle. L'effet de groupe, est-ce l'élément clé à l'origine du drame? Certes, nous sommes ici dans un groupe, il y a un système qui a sans doute un fonctionnement propre, mais on est aussi dans quelque chose qui dure plusieurs heures. Et donc, il est intéressant là de voir qui fait quoi et pourquoi on ne réagit pas. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très personnel et qui est totalement indépendant de l'effet de groupe. Qui est celui qui a, à un moment donné, dit stop? Moi, au stade actuel, je ne le vois pas. Malgré la violence extrême, personne n'a réagi. Pour se justifier, il rejette clairement la faute sur l'un d'entre eux.
Je pense que le dossier révèle à suffisance qu'il y a un meneur dans ce dossier, dans l'attitude qui est celle d'Alexandre Hart. Je pense qu'il est central dans ce dossier. Le chef d'orchestre, c'est bien sûr Alexandre Hart. C'est particulièrement confortable pour les autres accusés de se trouver un bouc émissaire. Dire que M. Hart a tiré les ficelles où était le chef d'orchestre, ça c'est prêter à M. Hart une carrure qu'il n'a pas. Alexandre Hart n'aurait pas la carrure d'un manipulateur hors pair. Mais les enquêteurs vont découvrir un élément très important. Un an avant le drame, Alexandre Hart a eu un premier incident avec Valentin. Il l'avait attaché et il l'avait dépouillé. Il lui avait pris tout ce qu'il avait. Alexandre, à ce moment-là, je ne vais pas le trouver. C'est la deuxième fois que je vais le trouver. La deuxième fois, c'est beaucoup plus inquiétant. Ce jour-là, Alexandre est avec un copain, un certain Philippe. Tirer dessus avec des fusils à air comprimés, non, là c'est hors limite. J'ai prévenu Alexandre. J'ai dit la prochaine fois, Alexandre, je vais faire comme toi. Je vais m'attaquer à toi parce que tu t'attaques au petit. Et il a pris une claque. Après la claque, Valentin et son père vont porter plainte contre Alexandre. Il tente alors de se justifier auprès de sa mère. Il a dit c'est pour lui durcir le caractère. Il est beaucoup trop gentil, qu'il dit. Donc j'étais quand même fâchée sur Alexandre, je lui ai dit aussi qu'on ne faisait pas ça, mais quand Valentin est venu me dire, oh oui, mais Alexandre a été gentil, il m'a détaché. Donc je dis, ça va, je laisse aller. Selon le père de Valentin, c'est Philippe qui l'aurait libéré. Quelques mois après l'agression, Valentin est entendu par la police. Mon fils a dit que ça, il s'était arrangé entre eux. Donc, voyant que mon fils disait ça, on s'est dit, pourvu que c'est la dernière. Et ce ne fut pas la dernière. Valentin l'a balancé à la police. Alexandre Hart ne l'oubliera pas. À l'époque, le jeune homme est très perturbé. Il est soigné pour son alcoolisme et son agressivité. Au psychologue, il parle toujours des moqueries à l'école et des fessées de son père. Il parle aussi d'un événement traumatisant quand il avait 12 ans, avec son frère cadet. Pour sa mère, ce serait l'élément déclencheur du drame. Ce matin-là, je leur ai demandé de préparer l'établi, la tronçonneuse. Et puis après, j'ai entendu Ludovic crier. La chaîne a cassé et a attrapé la figure à Ludovic. J'ai attrapé l'essuie-tout, je lui ai recollé sa joue, je l'ai envoyé aux urgences. Et puis Alex est rentré, blanc comme un mort, un cadavre, là il tremblait tout. En état de choc. Ça va le marquer, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a failli tuer son frère. Et puis qu'il a défiguré, donc c'est une marque qui reste à vie. Après, il a eu Ludovic en face de lui tous les jours. Plus moi parfois qui en rajoutais un petit peu quand j'étais énervée. Dire tu vois ton frère, lui il va rester marqué à vie. Ce qui n'est pas très malin d'une maman. Parce que lui il est marqué mais intérieurement. Mais au début, j'ai pas réfléchi. Deux ans plus tard,
le jeune adolescent plonge dans l'alcool et la drogue. Vous venez d'écouter Devoir d'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast. Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistées de Cypriane Liger. Montage, Johanna Lalonde. Avec la voix d'Emmanuel Rebinder. Vous écoutez Devoir d'enquête, Petit meurtre entre amis, deuxième partie. Désormais, chaque semaine, Jeanne Hart va voir son fils en prison. Ils se sont déchargés sur Valentin de quelque chose qu'il n'avait rien demandé, le garçon. Elle tentera encore de demander à son fils si c'est lui qui a tué Valentin. Cette fois, à la sortie, elle paraît rassurée. Maintenant, c'est Alexandre qui commence à prendre conscience de ce qu'il a fait, que c'est logique qu'il soit là. Parce qu'il a dit c'est normal. Je sais que je dois être là, donc... Il ne veut pas emmagasiner tout non plus. Hein. Il ne veut pas non plus qu'on lui remette tout sur le dos. Ça l'énerve. Mais qu'il soit condamné pour ce que lui a fait, oui. Et qu'est-ce qu'il reconnaît dans ce qu'il a fait, lui? Lui, de l'avoir quand même torturé. De l'avoir torturé, de ne pas l'avoir aidé. Pas de l'avoir poussé. Dans l'eau? Non, oui, c'est pas lui. Alexandre l'affirme. Il n'a pas tué son ami Valentin. Mais alors qui? La scène finale n'a pas été filmée. Pour identifier le meurtrier, les enquêteurs se basent sur les témoignages. Après 6 heures de sévices, vers 3 heures du matin, Valentin est groggy, mais il est toujours conscient. La première scène au bord de l'eau, ils vont faire semblant en fait de le lancer dans l'eau pour, disent-ils, lui faire peur. Maître Arnaud Molderspierre, avocat d'Alexandre Hart. Pour éviter qu'il n'aille, s'il devait être libéré, les dénoncer. Et la deuxième scène est en réalité fort proche de la première, sauf pour le plus grave. C'est-à-dire que là, ils ne vont pas faire semblant, il va finir par effectivement être poussé dans l'eau. Qui l'a tué? Aux côtés de Valentin, ils étaient 2, Alexandre et Belinda. Après, les versions divergent. Ils préparent tous leur défense. Belinda, elle pensait, comme elle l'explique aux enquêteurs, que Alexandre souhaitait faire peur une dernière fois à Valentin avant de le laisser partir. Maître Steve Van Lanen, avocat de Belinda Donnet. Et donc elle pensait qu'effectivement ça allait s'arrêter là et que Valentin allait pouvoir regagner son domicile et eux faire de même, tout simplement. Certains diront qu'ils n'ont pas voulu regarder, d'autres ont regardé autre part. Belinda revient vers le groupe et puis ils entendent un plouf. Tout le monde a conscience qu'il s'est passé quelque chose de dramatique. Et clairement, ils n'ont aucun... Vous savez, pour les autres, quand vous êtes en groupe, bien rester à regarder, à ne rien faire, à ne pas prêter assistance à la victime. Maître Alexandre Villemotte, avocat de la famille Vermèche. Eh bien ça fait partie aussi d'un encouragement à la commission des faits.
Était-ce prémédité? Serait-ce un assassinat? Après sa mort, certains nettoient la scène de crime. Ils jettent le drap ensanglanté et la clé des menottes. Le plus interpellant pour la mère d'Alexandre, c'est le coup de peinture très particulier qu'elle découvrira sur les murs du studio. C'est lui qui m'a dit on a repeint. Je pouvais pas aller voir tout de suite. Mais j'ai vu l'appartement repeint quand je suis allée reprendre ses affaires seulement. Ils ont repeint. Et puis il avait fait un gros smiley sur le mur. Ouais, c'est choquant. Jeanne Hart s'interroge de plus en plus sur la personnalité de son fils. Lors de l'enquête, psychiatres et psychologues sont surpris par son regard fixe, son rictus, sa voix monocorde. Et ce qu'il dit ne les rassure pas du tout. J'aimais être avec Valentin. Je me sentais au-dessus de lui, supérieur à lui. À notre demande, ce spécialiste a examiné le profil d'Alexandre. Il est du même avis que les experts. L'hypothèse qu'on peut retenir, c'est que probablement on a quand même affaire à quelqu'un, au-delà de son comportement antisocial, de fort froid émotionnellement et de fort narcissique. Les résultats des tests sont très inquiétants. Alexandre Hart a des traits psychopathiques élevés. De plus, lui-même se vante d'un possible comportement sadique. Souvent, je faisais partie de groupes qui torturaient. Où je ne torturais pas, mais je restais. Je ne sais pas dire pourquoi. Il est possible que si dans son histoire de vie, cette faible estime de soi, ce sentiment de rejet permanent, d'exclusion de moutons noirs, ait persisté, il est probable que cette personne-là se soit durcie émotionnellement et ses formes de cruauté se sont affirmées à travers le temps. Jeanne Hart n'arrive pas à admettre les conclusions des experts. Les lettres de son fils témoignent d'une profonde affection envers ses proches. De plus, Valentin est le seul cas d'agression avérée. Pour elle, son fils ne peut être un psychopathe sadique. Eux, ils ne ressentent rien. Pour moi, c'est ça, ils ne ressentent rien. Et ils font ça sans problème, sans penser aux conséquences. Lui, ici, il voit les conséquences, mais je ne crois pas qu'il recommencerait de prendre la vie de quelqu'un. Il a de l'empathie, lui. Donc, c'est pas... Pour moi, c'est pas ça. Selon elle, le comportement de son fils le soir du drame est lié à l'effet de groupe. Et peut-être aussi à un autre élément. Un médicament qu'il prenait contre l'agressivité. Au cours de toutes ces auditions, M. Hart est obligé d'interrompre le verbalisant et de lui demander à ce que son médicament, le dipyperon, lui soit fourni. Donc, je pense aussi qu'à un moment donné se posera la question de l'influence, non, de ce médicament sur le comportement de M. Hart. Il en prenait déjà au moment des faits, mais il n'en a pas pris au moment des faits. Les enquêteurs sont sceptiques, d'autant qu'ils font une découverte capitale. Dans les vidéos, ils trouvent peut-être le mobile du crime. Quand tu m'as dénoncé,
Vers 2 heures du matin, Valentin pense qu'ils vont le libérer. Mais il l'attache et il le frappe encore. Il y a des reproches qui sont formulés directement. Maître Séverine Solfrini, avocat de Dorian Daniels. De la part de M. Hart à l'égard de Valentin. Dans les rushs, on entend tout le temps la voix « Et t'as fait ça avec ça, tu m'as dénoncé, etc. » Bien sûr que c'est ça le truc sous-jacent. C'est qu'Alexandre Hart, lui, il vient avec sa partition, il sait très bien qu'il a, en fait, quelque chose à reprocher à Valentin, et c'est pas son meilleur ami. Hein. Pas ce soir-là, quoi. Alexandre s'est-il vengé ce soir-là à cause de la fameuse plainte de Valentin déposée 1 an auparavant, après la 2e agression. Valentin pourrait encore le balancer. Lui, mais les autres aussi. Ce serait la prison pour tous. Sans doute qu'à un moment donné, il y a eu des discussions entre eux sur le sort qui sera réservé à Valentin Vermersch. Cette scène-là est particulièrement horrible. Vers 3 heures du matin, Valentin, impuissant, les entend peut-être parler de sa mort. Alexandre serait pour. Belinda hésiterait. Certains disent qu'ils étaient contre. Désespéré, Valentin tente de s'enfuir. Ce garçon a voulu fuir sa mort. Il a essayé de s'en sortir et la réalité est qu'on ne lui a laissé aucune chance. Ils étaient allés tellement loin que cette fin était inéluctable. Et c'est ça qui était terrible, c'est que finalement, c'est pour se sauver eux-mêmes qu'ils ont tué Valentin. Je peux pas m'excuser à la place d'Alex. Jeanne Hart, mère d'Alexandre Hart. Je peux pas ramener leur fils. Mais je suis désolée de ce qu'ils vivent. Je peux rien y faire, mais je suis désolée. Elle m'a contacté pour me faire comprendre qu'elle était désolée et bouleversée des gestes de son fils. Laurent Vermersch, beau-père de Valentin Vermersch. Mais j'ai un peu eu dur à prendre la mère au téléphone, ce qui est un peu normal parce que j'en veux encore à mort à son fils. Mais je savais que les parents n'étaient pas responsables. Donc je pouvais écouter, moi en tant que parent, je pouvais écouter un parent. Je l'ai fait. J'ai compris sa détresse. C'est pas les parents qui doivent être jugés. Alexandre Hart et Belinda Donnet ont été condamnés à la prison à vie pour le meurtre de Valentin. Leurs complices ont écopé entre 25 et 29 ans d'emprisonnement. Jeanne Hart ne perd pas espoir d'un changement chez son fils et de retrouver le petit garçon qu'elle a connu. Dans quelques mois, lors du procès en assises, les jurés devront déterminer la part de responsabilité de chacun. Tes devoirs d'enquête, tué pour 10 €, première partie. 21 octobre 2016. Un crime effroyable bouleverse le petit village de Bossu-Bois. Il y a un mot qui me vient à l'esprit
c'est le mot démesure. Pasco Giambusso se précipite chez sa belle-mère. Il est arrivé quelque chose à Anne-Marie Sautelet. Elle ne donne plus signe de vie. Un an plus tard, l'homme revient sur les lieux, au 76 de la rue d'Andal, à Boussu. Quand je suis arrivé directement, je me suis garé là parce que j'avais l'opportunité de me garer. Et au milieu du chemin, il y avait un combi de pompiers, bien sûr. Et je ne pouvais pas m'enseigner, ni rentrer, ni sortir, ni poser des questions. Vraiment bien à l'écart. J'ai prévenu ma femme dès que je suis arrivé et dire qu'il y avait un souci concernant sa maman. La femme de Francesco, Laurence Villette, est institutrice maternelle. C'est un vendredi comme les autres. Peu après 13h, ses élèves viennent de terminer leur repas. Je suis allée récupérer mes enfants dans la cour de récréation pour remonter, pour travailler l'après-midi. Et un quart d'heure après, j'ai reçu un coup de téléphone de mon mari qui me disait qu'il fallait que je revienne vite chez maman, qu'il s'était passé quelque chose, qu'on ne savait pas trop ce qui s'était passé à ce moment-là, mais qu'il fallait absolument que je retourne chez maman. Je sais simplement que maman n'ouvrait pas la porte et qu'on ne savait pas y entrer. Donc je me suis imaginé un accident. Tout peut arriver, vivant seul, une chute ou bien... Donc, je n'ai pensé qu'à ça. J'espère que ce n'est qu'une chute. On ne sait pas si c'est s'est suicidé, si elle est tombée, un accident domestique, on ne sait rien de suite. Et en attendant, on était dans l'inconnu total. Laurence et Francesco ne le savent pas encore, mais leur vie a basculé. Pour leur famille, rien ne sera plus jamais comme avant. Qu'est-il arrivé à Anne-Marie Sautelet ? La retraitée vit seule. Son mari Jean-Pierre Villette est malade et placé en maison de repos. Ce jour-là, il revient chez lui pour passer quelques heures avec sa femme, mais personne n'ouvre. Il avertit les secours. Le premier intervenant, secouriste, va voir Madame Sautelet couchée au sol aux mare de sang et comprendra assez rapidement qu'elle est déjà décédée. Ensuite, eux, quand ils quittent l'habitation, la deuxième équipe est arrivée pour enfoncer la porte et faire la première constatation légale. J'ai assisté à l'ouverture de la porte par les pompiers. On m'a mis de côté, il y avait un agent de quartier, je suppose, qui lui est rentré en premier. Et quand il est ressorti, on m'a mis carrément à l'écart et ils ont balisé tout de suite la route. On ne pouvait plus avancer vers la maison. Puis c'était une scène de crime à ce moment-là. Au départ, les premières paroles qu'on va rapporter à M. Villette et à sa famille, c'est qu'on aurait arraché carrément l'oreille de Madame Sautelet. Philippe Mailleux, avocat de Jean-Pierre Villette. Il apparaîtra après les examens médico-légaux, qu'en fait, non, l'oreille n'a pas été arrachée, elle était partiellement sectionnée, mais en fait, c'est le crâne qui est complètement enfoncé. On doit se dire que ça a dû se battre méchamment là-dedans, et les coups ont dû être très très violents. Et j'ai rarement vu un crâne enfoncé de cette manière-là. Un véritable massacre. Un acharnement sur une personne. Le rapport d'autopsie est effrayant. Le médecin légiste répertorie plus de 40 coups. Anne-Marie est méconnaissable. Elle a d'abord été frappée à la tête avec un tisonnier, puis avec un marteau. Allongée sans vie sur le sol de sa cuisine, elle a même été étranglée et poignardée dans le dos. La violence du meurtre traumatise ce quartier où tout le monde se connaît. Personne n'y croit. Nathalie Delmotte a vécu dans la même rue qu'Anne-Marie pendant 15 ans. J'ai vu des barrages, policiers, etc. J'ai posé des questions et on m'a expliqué ce qui était arrivé. Et puis quand on m'a dit de qui il s'agissait, j'en suis restée vraiment abasourdie. Je me souviens, c'est que bien sûr, tout le monde était sur le pas de sa porte et tout le monde était désespéré, comme ça, choqué. Stéphane Quin habite aussi rue d'Andal. Il a encore en mémoire l'ambiance lourde qui régnait dans son quartier. On passait de l'été à l'hiver. Je ne peux pas mieux l'expliquer. Il y a eu comme ça une chape de plomb qui est tombée sur le quartier où les gens en ont parlé au début et puis n'en ont plus parlé.
Le temps s'est arrêté pour les proches d'Anne-Marie. En quelques heures, ils ont appris sa mort, ensuite les circonstances. Un meurtre crapuleux, une exécution digne d'un règlement de compte mafieux. Qui a bien pu s'en prendre à cette retraitée de 74 ans sans histoire? Au moment des faits, le mystère est total. Rien dans la vie d'Anne-Marie ne peut expliquer ce qu'elle a subi. Son mari, Jean-Pierre Villette, était facteur. Ils ont 2 enfants. Anne-Marie a travaillé toute sa vie comme fonctionnaire. Une vie de famille normale. Maman était une maman aimante, attentionnée, qui vivait énormément pour ses enfants et encore plus pour ses petits-enfants. Pour Anne-Marie Sautelet, une deuxième vie commence au moment de la retraite. Et à la naissance de ses petits-enfants, ils deviennent toute sa vie. Comme beaucoup de petits-enfants de ma génération, je crois que le lien avec les grands-parents est parfois même plus important qu'avec ses propres parents. Maëlys Djambousso, petite fille d'Anne-Marie Sautelet. C'était un lien très fusionnel, autant avec ma grand-mère qu'avec mon grand-père. Voilà, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui résonne dans ma tête tous les jours. Depuis le 21 octobre 2016, ce passé, tous ces souvenirs sont devenus douloureux. Je pense que ce qui a fait qu'on l'a perdu, c'est sa générosité, justement. Le fait d'ouvrir sa porte un petit peu à tout le monde et au final à n'importe qui, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui on ne l'a plus, quoi. Anne-Marie a-t-elle ouvert elle-même à son meurtrier? En tout cas, la maison ne porte aucun signe d'effraction. Tous les midis, la retraitée laissait sa porte entrouverte pour la visite quotidienne de son mari, placé en maison de repos. Quelqu'un connaissait-il cette habitude? Le meurtrier est-il un proche d'Anne-Marie? Au début de l'enquête, un premier témoignage interpelle la police. Un des voisins aura vu une personne quitter les lieux, il en donnera une description relativement sommaire. Une étrangère qui sort de son habitation, 2 sacs en main, fermer la porte à clé, prendre le courrier. Là-dessus, les gendarmes se posaient des questions. Très vite, l'enquête se concentre sur le quartier. L'endroit est paisible, une tranquillité qui contraste avec la mise à mort d'Anne-Marie. Sa maison se situe au cœur du Borinage, dans le village de Boussu-Bois-Saint-Charles, au 76 de la rue d'Andal. Ici, la vie est parfois compliquée, mais les habitants se connaissent, se serrent les coudes. Petit quartier paisible, enfin dans mes souvenirs en tout cas, où tout le monde se connaît, tout le monde se dit bonjour, où tout le monde connaissait ma grand-mère aussi. C'est beaucoup de souvenirs, c'est beaucoup de moments partagés avec elle aussi, parce que on allait très souvent à la librairie du coin, où on allait chercher les magazines pour mon grand-père, que ce soit des magazines de cuisine aussi pour moi. La librairie, c'est le lieu de rendez-vous du quartier. C'est d'ailleurs plutôt une sorte d'épicerie où se croisent la plupart des habitants de la rue. Le matin de sa mort, Anne-Marie elle-même est venue sur place. Les clients, ils ont l'habitude de passer 2-3 fois par jour. Mallory Denis, employé de ma librairie. On a nos habitudes avec nos clients, qu'est-ce qu'ils fument, qu'est-ce qu'ils boivent, voilà. Rien n'est caché ici, tout se sait. Cette rue d'Andal, ce quartier tranquille où tout le monde se connaît, est pourtant devenu le lieu du crime. Pire encore, dès le début, la police est persuadée que le meurtrier vit ici, dans une de ces rues. Quelques heures après les faits, à l'arrêt de bus derrière chez Anne-Marie, la police identifie une personne suspecte. Hagarde. Titubante.
Il y a un inspecteur qui m'a interpellée en disant qu'ils avaient retrouvé une personne avec des objets dans des sacs. Et ils m'ont demandé si j'étais capable d'identifier si oui ou non c'était les objets de maman. Et au commissariat, Laurence va apprendre une nouvelle à peine croyable. Le meurtre sauvage de sa mère aurait été commis par une femme. Dans l'état où était maman, le massacre qui a été réalisé, vous vous dites c'est pas possible qu'une seule femme puisse faire ce genre d'acte. On pense à des hommes, mais pas une femme. Quand j'ai vu les objets de maman dans le sac de cette dame, là vous vous rendez compte que oui, c'est possible. C'est possible. L'impossible est possible. La famille, sous le choc, n'est pas au bout de ses peines. Au commissariat, la police leur annonce que cette femme, celle qui aurait massacré Anne-Marie, est l'une de ses voisines. Je ne la connais pas, juste le nom, le prénom. Serafina Pireda, une femme d'une 50aine d'années. Moi qui ne connais pas du tout cette personne-là, puisque je n'ai pas grandi dans ce quartier-là. Mon épouse elle-même ne connaissait pas non plus. Donc c'était pour nous une inconnue. C'est une inconnue, mais une meurtrière. Laurence et Francesco ignorent même à quoi elle ressemble. La suspecte protège son anonymat. Aucune photo n'a été rendue publique. Il faudra attendre plusieurs mois pour que quelques dessins circulent. La famille doit se contenter pour l'instant de ce seul nom, Serafina Pireda. Au commissariat, le couple va aussi apprendre que son arrestation a eu lieu très peu de temps après la découverte du corps. Madame Pireda retournait chez elle, ensanglantée, et un voisin s'est préoccupé. Il s'est demandé ce qui se passait, et voyant les sacs remplis d'objets, de bijoux et d'alcool, il s'est dit que c'était pas tout à fait normal. Donc il a eu le réflexe, non pas d'appeler une ambulance, mais d'appeler la police. Et Madame Pireda a été appréhendée. Qui est Serafina Pireda? Cette question va obséder la famille d'Anne-Marie pendant plusieurs mois. Pour Laurence et Francesco, un véritable combat débute à la recherche de la vérité. Et les questions sont nombreuses. Pourquoi une telle violence? Pourquoi Anne-Marie? Toute cette histoire ne semble obéir à aucune logique. Seule cette rue d'Andal semble réunir la victime et son bourreau. L'une habite au 76. L'autre au numéro 239. Et pour ses voisins, Serafina Pireda n'a pas le profil d'une tueuse. En fait, j'étais juste sa voisine la plus proche. J'habitais juste à côté de chez elle. Nathalie Delmotte, voisine de Serafina Pireda. Donc voilà, nous entendions parfois ce qui se passait d'une maison à l'autre. Quand je suis arrivée il y a 15 ans, en fait, je l'ai connue tout à fait différent de ce qu'on pourrait croire actuellement, c'est-à-dire une jeune femme extrêmement douce, gentille, à l'écoute des gens. Elle aimait beaucoup les enfants. Il m'est arrivé de lui confier mes enfants. Et puis elle aimait la musique, ça je sais, parce qu'elle chantait à tue-tête, je l'entendais de ma maison. Donc il n'y avait en elle aucune colère, aucune méchanceté, vraiment quelqu'un de doux qui avait un débit lent et calme. Rien de dangereux, rien qu'on puisse percevoir comme dangereux. Voilà. Pourtant, tout accable Serafina Pireda dans le massacre d'Anne-Marie Sautelet. Un témoin l'a vu quitter la maison juste après le meurtre.
et lors de son arrestation, elle était couverte de sang, portant 2 sacs remplis d'effets personnels de la victime. Mais devant la police, elle nie les faits. Madame Pireda dit qu'elle a des blancs, donc on a des trous dans ses auditions, donc on ne sait pas tout mettre bout à bout. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans cette cuisine. Il y a sa première audition où elle dira que c'est pas elle n'était pas là, puis elle va dire c'est envisageable que j'étais là, mais quand je suis arrivé elle était déjà morte, puis dans une autre version on va essayer d'impliquer une autre personne. Madame Pireda racontait qu'ils étaient 2 à entrer chez maman, donc un homme, un de ses voisins et elle-même. Et que le voisin se serait énervé sur maman. Madame Pireda a pris peur, est sortie et a attendu donc que ce monsieur sorte de la maison de maman. Quand il est sorti, elle est entrée pour vérifier ce qui s'était passé. Cette version des faits expliquerait le sang sur les vêtements, sur les mains. Mais Serafina Pireda continue à nier. Pire, elle accuse un voisin. L'homme est interpellé par la police. Cette pauvre personne-là va subir une perquisition, 2 auditions par les services de police. Heureusement, ce monsieur avait des témoins et a bien pu prouver qu'il n'était pas là ce jour-là. Et pour finir, Madame Pireda admettra qu'il n'a rien à voir dans l'histoire, quoi. Il faut quand même être assez manipulatrice et avoir de l'imagination. Vous imaginez, accuser son propre voisin qui est innocent. En fait, ce n'est pas qu'une histoire. Il a eu énormément d'histoires. Elle a raconté 5 versions différentes. Donc laquelle est la vraie, on ne sait pas. Vous venez d'écouter Devoir d'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous Mandy Lebourg, assisté de Cypriane Ligère. Montage Johanna Lalonde, avec la voix d'Emmanuel Rebinder. Vous écoutez Devoir d'enquête, tué pour 10 €, 2e partie. Au fil du temps, ce drame, le destin tragique d'Anne-Marie, se transforme peu à peu en dossier judiciaire. 74 ans de vie se résument désormais à quelques lignes, dans un rapport d'autopsie, dans les journaux, dans les procès-verbaux. Pour sa famille, Anne-Marie a disparu 2 fois. Serafina Pireda l'a effacée de leur vie, mais aussi de la société. Madame Pireda a ôté la vie à maman, mais je pense qu'elle a ôté la vie de toute une famille. Laurence Villette, fille de Anne-Marie Sautelet. La joie de toute une famille, ça c'est sûr. Combien de temps on aurait encore pu vivre des jours heureux avec elle? Laurence a besoin de comprendre, de savoir qui est la meurtrière de sa mère. Elle retourne dans son quartier d'enfance, à la rencontre de ses habitants sur les traces de Serafina Pireda. C'est une dame qui a à peu près mon âge. Aline Gillin, habitante de la rue d'Andal. Pour d'autres, c'est une mère de famille tranquille. Ce qui est certain, c'est que plusieurs de ses voisins s'en méfiaient. On voyait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas net dans ses intentions. Fatima Gallet, habitante de la rue d'Andal. Vouloir forcer l'entrée de la maison des gens, je peux le dire, maintenant j'avais peur. Elle voulait absolument rentrer chez les gens, rentrer dans la vie des gens. Pour moi, c'est quelque chose de littéralement incompréhensible. La Serafina que j'ai connue... Stéphane Quin, habitant de la rue d'Andal. Et la Serafina qui a commis le drame, pour moi, ce ne sont pas les mêmes personnes. D'un côté, la personne douce, artiste, gentille, et vraiment une toute autre personne, avec une telle violence, une telle force. C'est presque impensable
d'un point de vue humain. Cet homme habite Boussu depuis toujours. Aujourd'hui, parler de Sérafina provoque un véritable malaise dans le quartier. Comme d'autres habitants, il préfère rester anonyme. La famille Pireda est bien connue ici depuis longtemps et pas uniquement pour de bonnes raisons. Non, si on parle des parents, maman discrète, le père n'était pas très catholique, pas équilibré. Pierre, habitant de Boussu-Bois. Bon, à l'époque, je vous dis, à 35-40 ans, bon, on avait appris dans le village qu'il avait sorti le fusil, il avait tiré. Et je vous dis, dans ces années-là, quelqu'un qui sortait avec un fusil, c'était pas rien, hein, ça passait pas inaperçu. Hein. Un père violent peut-il expliquer les 43 coups infligés à Anne-Marie? En tout cas, cet héritage particulier n'a pas empêché Sérafina Pireda de mener une vie normale. Pendant plusieurs années, elle est mère au foyer, s'occupe de la maison, de son mari et de leur fils unique. Mais dès 2008, elle supporte mal plusieurs décès dans son entourage. Rien ne va plus. Son état mental se dégrade. Ses voisins assistent impuissants au changement de son caractère. Ça s'est passé sur des années, hein. Ça a été vraiment par paliers, mais j'ai vu Sérafina vraiment se dégrader, même physiquement. C'était une dame très coquette. Et puis petit à petit, elle n'a plus vraiment pris soin d'elle. Elle a subi une lente, dégressive, descente aux enfers pour moi. Oui. À cette époque, Sérafina Pireda est suivie par un psychiatre. Le diagnostic tombe, elle souffre de dépression. Elle prenait des médicaments pour l'aider dans sa maladie, pour surmonter sa maladie. Elle a, je pense, commencé à boire. Elle a fait des mélanges dangereux, c'est-à-dire médicaments et alcool. Mais c'est quelque chose à laquelle on a pensé effectivement lors du drame qui s'en est suivi. Ce cocktail d'alcool et d'antidépresseurs rend Sérafina Pireda agressive. Son couple se dégrade. Jusqu'à un jour de 2015, où une énième dispute tourne mal. Elle a une dispute avec son mari, c'est bien que bon, ça a chauffé, son mari s'est retourné, elle est venue avec un couteau, mais elle a quand même bien arrangé. Hein. Ses jours n'étaient pas en danger, mais bon, c'est quand même, elle a quand même poignardé son mec. Hein. Mais je pense qu'on a envie de tous les jours. Madame Pireda, c'est pas quelqu'un de méchant. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui vit normalement. Philippe Mailleux, avocat de Jean-Pierre Villette. Mais quand elle se met dans un état pareil, elle devient incontrôlable. Et si elle est frustrée, elle peut devenir dangereuse. La frustration, je pense que c'est un de ses moteurs, dans le sens où, lorsqu'elle a blessé son mari, c'est parce que son mari voulait l'empêcher, alors qu'elle était déjà saoule, d'aller dans la rue pour vendre des bibelots. Donc il y a une opposition à elle, et comme il y a une opposition, elle a violenté son mari. Vendre de petits objets pour Sérafina Pireda, c'est surtout un prétexte pour mendier auprès de ses voisins. Son allocation de la mutuelle ne suffit pas pour acheter l'alcool et les médicaments qu'elle consomme chaque jour. Elle n'avait plus beaucoup d'orgueil. Rien ne l'arrêtait. Rien ne l'arrêtait. Julie, voisine de Sérafina Pireda. Il fallait qu'elle fasse des choses et qu'elle obtienne à tout prix ce dont elle avait besoin. Dépressive et alcoolisée, Sérafina Pireda est prête à tout pour obtenir de l'argent. Et depuis l'agression de 2015, son mari est parti. Plus rien ni personne ne l'arrête. Je faisais du porte-à-porte pratiquement pour quémander de la nourriture et principalement de l'argent. Et il lui arrivait de s'arrêter aux façades des maisons et de regarder s'il y avait de la vie à l'intérieur. Alors certains lui donnaient de l'argent, voire un peu de nourriture aussi.
Et elle faisait toute la rue comme ça jusqu'à ce qu'elle aille chez Madame Sautelet, chez qui elle allait régulièrement et qui lui donnait régulièrement, je pense, un billet de 10 ou même un peu de nourriture, etc. Jusqu'à ce jour où Madame Sautelet en a eu assez et qu'elle a refusé la demande de Madame Pireda, de Sérafina. Ce jour-là, c'est le 21 octobre 2016, le jour du meurtre. Depuis cette date, Laurence et Francesco tentent de reconstituer les quelques heures précédant la mort d'Anne-Marie. L'enquête de police a montré que Serafina Pireda avait trop bu ce jour-là, sans doute pour se donner le courage de mendier dans son quartier. Dès 8h du matin, elle achète 6 canettes de bière à la librairie du coin, 6 de plus vers 10h. Ensuite, pendant 2 heures, la police perd la trace de Serafina, jusqu'à son arrivée chez sa victime, à midi. Laurence et Francesco vont découvrir un élément que même la police ignore. Pendant ces 2 heures, Serafina a déjà tenté de forcer la porte d'une de ses voisines. À 11h moins 10, on frappe à la porte et là j'ai vu qu'il y avait une personne qui voulait rentrer chez moi sans être invitée, je veux dire comme ça. Donc j'ai ouvert moi-même la porte et j'ai vu Serafina devant moi qui me demandait qu'elle n'était pas bien, qu'elle avait des soucis de santé, des soucis aussi d'argent et qu'elle aimerait bien que je l'aide. Mais elle n'était pas dans son état normal, je veux dire qu'elle était un peu, je sais pas, bizarre. Je lui dis écoute, je vais aller te chercher quelque chose pour toi manger pour ton fils. Elle a voulu me suivre, mais j'avais un chien qui avait 4 mois, qui a commencé à aboyer d'une drôle de façon, mais très méchant. Et le réflexe que j'ai eu de lui dire, c'est de dire ne rentre pas, mon chien est méchant. Et quand je suis revenu, elle était vraiment près de ma porte de ma cuisine en fait. Et elle est retournée, je veux dire, elle est ressortie de la maison. C'était après ce qui est arrivé à Anne-Marie que ça m'a fait, je dis tiens, j'ai échappé belle. C'était peut-être moi à la place d'Anne-Marie en fait, peut-être. Serafina Pireda voulait de l'argent. Elle a reçu de la nourriture. Frustrée, elle poursuit son porte-à-porte dans la rue d'Andal. C'est dans cet état qu'elle arrive chez Anne-Marie Sautelet. La porte est ouverte. La retraitée attend la visite de son mari. Elle est seule. Il n'y a personne pour arrêter Serafina Pireda. Ça s'est passé plus ou moins sur un quart d'heure, donc très peu de temps, dans la cuisine, donc dans la dernière pièce de la maison. Donc il a fallu que Madame Pireda traverse la salle à manger, le salon, pour arriver dans la cuisine où tous les faits se sont passés. La maison du crime est restée sous scellé pendant plusieurs mois, inaccessible. Mais à la fin de l'enquête de police, la famille d'Anne-Marie récupère les clés. 1 an et demi après le meurtre, Francesco trouve le courage de revenir sur les lieux. Il accepte de nous ouvrir la porte. Ici, le temps s'est arrêté le 21 octobre 2016. Le sang a été nettoyé, mais les traces de lutte sont toujours là. Donc la dispute a commencé par les fleurs par terre, puis ça a poursuivi à d'autres pièces. Et comme elle était plus forte que ma belle-mère, est-ce qu'elle ne l'a pas traînée à la 2e pièce? Ma belle-mère a peut-être su se relever, et puis l'a poussée jusqu'à la 3e pièce, jusqu'à la scène du crime. Et après la 3e pièce où on a trouvé le corps donc, de ma belle-mère qui s'est trouvée allongée par terre avec le crâne défoncé. Le crâne défoncé, mais pas avec n'importe quoi, parce qu'elle a utilisé les tisonniers de garniture, les traces ADN, l'impact du coup. D'après ce que la PJ nous a fait comprendre, comme c'était d'une extrême violence, le coup, c'est toutes les traces de sang, suivies de coups avec un marteau et d'autres objets qu'elle a pu lui lancer sur sa tête, puisque son crâne était à moitié défoncé. Donc on ne reconnaissait plus son visage à ce moment.
Il avait un percolateur là, il avait un micro-ondes qui était parti, le grippin. Est-ce que ma belle-mère n'a pas eu ça directement aussi, pendant qu'elle était par terre, pour l'écraser encore plus? Et alors on a trouvé à côté d'elle aussi un couteau. Les lieux portent encore les stigmates de l'agression. L'endroit témoigne du supplice d'Anne-Marie. Mais pour sa famille, les raisons de ce massacre restent obscures. Comment expliquer une telle violence, une telle colère? Seule la meurtrière le sait. Selon elle, Anne-Marie l'a insultée, l'a traitée de mendiante quand elle lui a réclamé un simple billet de 10 €. Pour Nathalie, la voisine de Serafina Pireda, elle s'est peut-être sentie humiliée. Il se pourrait effectivement que Serafina ait eu à ce moment-là un mouvement de colère ou que son orgueil se soit réveillé justement et qu'à ce moment-là, elle a commis l'irréparable. Serafina Pireda s'est déchaînée sur sa victime pour 10 € et un simple reproche. Mais après le massacre, elle a gardé la tête froide. Elle ne s'est pas enfuie. Elle est restée dans la maison pendant de longues minutes. Nous sommes dans la chambre des parents, donc la chambre de ma belle-mère et de mon beau-père, voilà, que Madame Pireda a eu le temps de visiter après le crime qu'elle a commis, bien sûr. Donc, vu la bagarre qu'il y avait eu en bas, elle a réussi à amener des taches de sang. Vous tuez, je sais pas moi, vous retournez, vous partez. Et sinon, elle a pris le temps de faire armoire par armoire, pièce par pièce. Anne-Marie a été tuée pour quelques bijoux et des bouteilles d'alcool. À l'approche du procès, cette idée reste insupportable pour sa famille. Quelques jours avant l'audience, Laurence se rend au palais de justice de Mons. Mais un nouveau coup dur l'attend. Serafina Pireda n'ira pas devant la cour d'assises. En 2016, une décision politique impose que la plupart des crimes soient jugés en correctionnel. Devant ce tribunal, les proches des victimes ont beaucoup moins la parole. En correctionnel, en fait, on a l'impression de ne pas exister, d'être là, oui, mais sans plus. On est oublié. On ne parle que de la meurtrière, de celle qui a commis les actes, et non pas de la victime, ni de la famille. Le correctionnel, pour moi, c'était pas le jugement qu'il fallait pour ce genre de crime. Le procès commence dans 3 jours. Pour Laurence, la fin du combat est proche. Elle trouve à son tour le courage de revenir dans la maison de son enfance. Je suis née ici. C'est mon lieu de naissance. Et c'est le lieu du décès de maman. Donc voilà. C'est toujours très dur de revenir ici. Voilà. Mais il y a trop de souvenirs, trop de mauvais. Enfin, il y en a des très bons, mais il y a les mauvais surtout. On a tous vécu ici énormément de temps, puisqu'on venait même tous les dimanches. On faisait des réceptions tous les dimanches, maman nous recevait. Et on ne pouvait pas passer un dimanche, il fallait absolument qu'on vienne manger. Cette vie, ces souvenirs gâchés, Laurence veut que la meurtrière les entende au tribunal. Mais jusqu'à la dernière minute, Serafina Pireda tente d'échapper à son procès. On a reçu un courrier, le courrier de l'avocat de la défense, avec une défense qui pourrait peut-être jouer contre nous. L'idée de la défense, c'est que Madame Pireda prenait des sédatifs et des antidépresseurs, et apparemment le sédatif provoque un cas sur 10 000, une dépersonnalisation. Elle n'a trouvé que ça en fait, prouver qu'elle est le cas sur les 10 000 cas qui pourraient avoir ce symptôme, en fait, cet effet secondaire. Serafina Pireda était-elle responsable de ses actes au moment du meurtre? Pourrait-elle échapper à la prison? L'idée est intolérable pour Laurence. Mais la justice a tranché. Le procès aura bien lieu. L'audience commence par l'interrogatoire de la prévenue par le juge Renaud Moulard. Quelle est votre position, madame, sur le reproche
qui vous a été fait par le ministère public. Est-ce que vous reconnaissez et le vol et le meurtre pour faciliter le vol? Je n'avais l'intention ni de tuer, ni de voler, et je l'ai fait. On retrouve 43 plaies contuses, 43, et aussi ce qui semble être des traces d'étranglement. C'est ça que je ne comprends pas, je ne me souviens pas. Ce témoignage, pour la famille de la victime, c'est une succession de contre-vérités et de trous de mémoire. Devant le tribunal, Serafina Pireda se présente comme malade, irresponsable. Les expertises psychiatriques démontrent pourtant le contraire. Elle était dépressive, mais pas folle. Pour l'avocat général, cette violence extrême ne peut être justifiée par la maladie mentale. 43 plaies contuses distinctes, distribuées en région faciale et au niveau du cuir chevelu essentiellement. Donc on a frappé à la tête pratiquement constamment. Et effectivement, c'est sans doute la plaie et l'enfoncement du crâne qui est à l'origine du décès de madame. Et c'est vrai que les photos sont assez horribles et spectaculaires. Des plaies qui ont été sans doute causées avec le marteau, avec le tisonnier, avec les couteaux, puisqu'on va retrouver également en région dorsale des coups de couteau. Et là aussi, c'est pas anodin. On va utiliser ses mains. Il y a des traces d'étranglement sur le cou de madame Sautelet. C'est une fureur sans nom qui s'est déclenchée ce jour-là. Le problème majeur en l'espèce, il n'est pas lié à la maladie mentale, on ne gère pas. Ça, c'est la réalité. Pour l'avocat général, Serafina Pireda est bien responsable de ses actes. Ni son état mental, ni ses mélanges d'alcool et de médicaments ne la disculpent. Au procès, Serafina Pireda ira jusqu'à inverser les rôles et se présenter comme une victime. Elle va accuser Anne-Marie Sautelet de l'avoir agressée pour justifier le meurtre. Dans votre déclaration, madame, vous dites que vous voulez lui emprunter 10 €. Quelle a été la réaction de madame Sautelet? La dame m'a traitée de mendiante, je voulais partir, mais elle m'a tirée par les cheveux. Pourquoi vous êtes pris par les cheveux? Parce que vous étiez sur le pas de la porte, il suffisait de vous dire de partir, il n'y a rien qui a été dit, pas un mot? Non, elle m'a emportée dans la cuisine. La dame a pris le tisonnier et j'ai reçu un coup. J'ai pris le tisonnier de la main de la dame, j'ai fait un massacre. On a la haine, on regarde la dame, mais oui, je suis très en colère. On n'a aucune envie, c'est de se lancer dessus et lui faire subir ce qu'elle a fait subir à votre maman. Vous savez, quand elle nous dit « j'étais sur le seuil et on m'a tiré par les cheveux et on m'a donné un coup sur la main parce que j'ai dû me protéger », on lui a pas arraché les cheveux. Comment on sait le dire, ça? Pas simplement sur la base des photos, Parce qu'à nouveau, le médecin légiste a examiné madame Pireda et a constaté quoi? Qu'elle n'a pas de touche de cheveux arrachés. A constaté quoi d'autre? Qu'il n'y a pas de bosse, qu'il n'y a pas d'hématome. Elle n'a pas reçu de coup. Alors madame, moi je comprends. C'est terrible, c'est horrible. Il faut que vous viviez avec ça. Il faut que d'autres vivent avec ça. Mais des coups, vous n'en avez pas reçu, en tout cas selon moi. Pas de questions? Oui, je vous en prie. Madame Pireda a commis un meurtre, le meurtre d'une maman, d'une épouse, d'une grand-mère. Elle a supprimé une vie, mais pas qu'une seule vie. Elle a aussi supprimé la vie de toute une famille. Parce que nous étions une famille très unie. Nous faisions tout ensemble. Et maintenant, maman nous manque énormément. Je suis désolée. Voilà ce que je voulais dire.
Au pénal, attendu qu'en date du 21 octobre 2016, Sautelet Anne-Marie sera retrouvée morte en son domicile, lequel avait été manifestement fouillé. Dans son jugement, le président du tribunal insiste sur la sauvagerie de Serafina Pereda et le nombre ahurissant de coups. Voilà, Madame Pereda. Le tribunal vous a condamné pour vol avec circonstances aggravantes de meurtre à une peine de 23 ans d'emprisonnement et à une mise à disposition du tribunal d'application des peines pour une durée de 10 ans, prenant cours à l'expiration de la peine de 23 ans. On va donner le bon Dieu sans confession, en fait. Parce que physiquement parlant, elle ne paye pas de mine. Maëlys Diambusso, petite fille d'Anne-Marie Sautelet. Je pense que je l'aurais croisée dans la rue, jamais j'aurais pu imaginer quoi que ce soit. Je pense que c'est une mère de famille, donc qui est susceptible d'être grand-mère ou qui est grand-mère, je ne sais pas, mais on se pose la question de savoir comment c'est possible, en fait. Comment c'est possible d'en arriver à une telle monstruosité et au final pour des broutilles, quoi. Pour des bouteilles d'alcool et des bijoux.